Le sommet d'Alaska a révélé une vérité brutale. Lavrov accuse l'Europe de n'être qu'un figurant, sans diplomatie réelle, simple suiveur de Washington et de Zelensky. Nous sommes prêts à travailler dans n'importe quel format, mais pas à cautionner une campagne agressive et belliciste dictée par les Européens, martèle-t-il. Pendant que Trump cherche des solutions, l'Union européenne ne propose que sanctions et menaces, incapable de penser à un règlement politique. Moscou se dit prête à poursuivre les négociations directes avec Kiev et à relever le niveau des discussions, mais prévient que tout sommet mal préparé pourrait faire basculer la situation. L'Europe a-t-elle perdu toute crédibilité, réduite à l'ombre des États-Unis? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Selon le président des États-Unis Donald Trump, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni souhaitent déployer leurs troupes sur le territoire de l'Ukraine. Il n'exclut pas non plus la possibilité d'un soutien aérien de Washington. Comment Moscou évalue-t-elle un tel scénario? Nous suivons attentivement ce qui se passe dans la communauté internationale, y compris dans le camp occidental, concernant les processus qui se déroulent autour de l'Ukraine. J'ai déjà eu l'occasion et la satisfaction de souligner que nous observons de plus en plus clairement chez nos partenaires aux États-Unis une compréhension de la nécessité d'éliminer les causes profondes de la crise et non pas de chercher à soutenir ceux qui lancent de beaux slogans sur un cessez-le-feu immédiat, tout en précisant que cela n'impliquerait pas l'arrêt de l'armement de l'Ukraine. C'est exactement ce qu'a déclaré récemment le président français Emmanuel Macron. Il est positif que cette position absolument aventureuse et conflictuelle, qui consiste à soutenir la poursuite de la guerre, ne trouve pas d'écho auprès de l'administration actuelle des États-Unis, laquelle cherche à s'impliquer dans le fond des problèmes et à aider à éliminer les causes qui sont à l'origine de la crise. Celles-ci ont été rappelées encore aujourd'hui par mes soins, et le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine en a parlé à de nombreuses reprises. En ce qui concerne les informations selon lesquelles le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne veulent élaborer des garanties collectives de sécurité, nous sommes favorables à ce que ces garanties soient réellement fiables. Nous avons un bon exemple qui se rapporte à une initiative de la partie ukrainienne elle-même. Cela s'est produit à Istanbul en avril 2022, lorsque l'équipe de négociation ukrainienne a proposé les principes fondamentaux d'accords visant à mettre fin aux hostilités et à assurer un règlement durable. Parmi ces principes figurait le refus de l'Ukraine d'adhérer à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou à tout autre bloc militaire, ainsi que la confirmation du statut neutre et non nucléaire de l'Ukraine. Dans ce contexte, la partie ukrainienne a proposé et notre délégation avait alors donné son accord de mettre au point des garanties de sécurité auxquelles participeraient tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, ainsi que certains autres États, l'Allemagne et la Turquie avaient été mentionnés. Et d'autres pays qui pourraient être intéressés à rejoindre ce groupe de garants de sécurité. Dans ce contexte, la proposition ukrainienne signifiait clairement que ces garanties seraient égales. La sécurité de toutes les parties concernées, y compris les voisins de l'Ukraine, devait être assurée sur une base d'égalité et d'indivisibilité. Cette approche, comme je l'ai déjà indiqué, avait été soutenue par la partie russe à ce moment-là, en avril 2022. Ce document avait été paraphé. Nous étions prêts, après ce paraphe, à signer un accord officiel. Mais, comme chacun le sait et comme le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine l'a rappelé à plusieurs reprises, le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, est venu et a interdit à ses protégés de Kiev de signer quoi que ce soit, exigeant la poursuite des hostilités. Sans cette circonstance, je pense que beaucoup aurait déjà pu être accompli pour assurer un règlement durable et garantir les intérêts de tous les pays, États et peuples vivant dans notre espace géopolitique commun. Nous ne pouvons pas accepter que l'on propose désormais de résoudre les questions de sécurité collective sans la Fédération de Russie. Cela ne marchera pas. Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises que la Russie n'exagère pas ses intérêts, mais que nous défendrons fermement et rigoureusement nos intérêts légitimes. Je suis convaincu qu'en Occident, avant tout aux États-Unis, on comprend parfaitement qu'il est utopique de vouloir sérieusement discuter des questions de sécurité sans la Fédération de Russie. C'est une voie sans issue. Comment évaluez-vous les démarches diplomatiques de l'Union européenne pour le règlement de la crise ukrainienne, y compris après la rencontre tripartite des États-Unis, des dirigeants occidentaux et de l'Ukraine qui s'est tenue à Washington? Quelle démarche diplomatique avez-vous remarqué de la part de l'Union européenne?
Avant de les évaluer, il faudrait d'abord qu'elles existent. Pour l'instant, nous ne voyons qu'une escalade agressive de la situation, des tentatives maladroites et peu éthiques de faire changer la position de l'administration de Donald Trump et du président des États-Unis en personne. Nous l'avons vu ce lundi lors de la visite à Washington de Vladimir Zelensky accompagné par les Européens. Nous n'y avons entendu aucune idée constructive de la part des Européens. Quant au président américain Donald Trump et à son équipe, nous constatons que, pratiquement depuis leur arrivée à la Maison-Blanche, ils s'occupent réellement de diplomatie sur le dossier ukrainien. Cela signifie qu'ils cherchent des accords mutuellement acceptables qui élimineraient les causes mêmes de la crise. C'est valable pour tout conflit et garantirait qu'ils ne reprennent pas. Tandis que les Européens, eux, essaient seulement de maintenir les États-Unis, de moins en moins avec succès, comme un acteur qui, au minimum, fournit des armes afin que l'Europe puisse continuer à alimenter le régime de Kiev en armement. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a déjà déclaré, après la rencontre de Washington, que l'Union européenne ne ferait confiance à aucun accord avec la Fédération de Russie. C'est pourquoi, selon elle, l'Union européenne continuera à soutenir les forces armées ukrainiennes et à promouvoir de nouvelles sanctions contre la Russie, indépendamment des accords auxquels elle dit ne pas croire. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une dégradation des méthodes de politique étrangère qui, en réalité, se réduisent pour l'Union européenne aux sanctions et même au vol direct, comme cela s'est produit avec les réserves d'or et de devises de la Fédération de Russie. Je ne vois donc aucune diplomatie européenne. Et d'ailleurs, je ne la vois pas non plus sur bien d'autres dossiers. Nous venons justement de parler de la situation au Moyen-Orient, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, de la nécessité de mettre en œuvre la décision de l'Organisation des Nations Unies sur la création de 2 États, y compris la Palestine, qui vivraient côte à côte en paix et en concorde avec Israël. Cette décision n'est pas appliquée depuis des dizaines d'années. Récemment, dans le contexte des horreurs vécues par la population de Gaza et de la catastrophe humanitaire, certains dirigeants occidentaux ont commencé à faire des déclarations selon lesquelles ils seraient prêts à reconnaître l'État palestinien. De telles déclarations ont été faites par le président de la France Emmanuel Macron, le Premier ministre du Royaume-Uni Keir Starmer, ainsi que par les premiers ministres du Canada et de l'Australie. Tous ont dit, il y a 1 ou 2 semaines, qu'ils envisageaient d'annoncer la reconnaissance de l'État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Assemblée générale aura lieu la dernière semaine de septembre. Quand ils ont fait ces déclarations, il restait encore 2 mois. Je me pose une question. Si votre diplomatie, votre politique étrangère est parvenue à la conclusion que l'on ne peut plus tolérer ce qui se passe et que, pour mettre fin à toutes ces tragédies humanitaires, il faut reconnaître l'État palestinien, comme l'exige depuis longtemps la décision de l'ONU, pourquoi attendre 2 mois? Pourquoi ne pas le faire immédiatement? J'ai le soupçon que toutes ces belles paroles, bientôt, dans quelques mois nous reconnaîtrons l'État palestinien, relèvent en grande partie d'un calcul diplomatique, à savoir qu'au moment où il faudra passer à l'acte, il n'y aura plus rien à reconnaître. C'est probablement cela, le sens de la diplomatie de l'Union européenne au Moyen-Orient. Quant au dossier ukrainien, je n'y vois tout simplement aucune diplomatie. Quand le processus de négociation sur l'Ukraine pourrait-il reprendre? La Russie est-elle prête à une rencontre trilatérale? Le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a répété à plusieurs reprises que nous étions prêts à travailler dans n'importe quel format, à condition que ce travail soit honnête et ne se réduise pas à des tentatives, comme le font les dirigeants des principaux pays européens, de créer les conditions pour entraîner de nouveau les États-Unis dans leur campagne agressive et belliciste visant à maintenir et à renforcer l'Ukraine comme instrument de pression contre la Russie, de guerre, contre notre pays et contre tout ce qui est russe, y compris sur le territoire ukrainien. À la suite de la conversation téléphonique entre le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et le président des États-Unis Donald Trump, lorsque le dirigeant américain a appelé le Kremlin pour faire part de ses contacts avec Volodymyr Zelensky et avec la délégation des accompagnateurs européens, le représentant du Kremlin a fait une déclaration selon laquelle Vladimir Poutine avait confirmé sa disposition à poursuivre les négociations directes russo-ukrainiennes qui avaient eu lieu à Istanbul. 3 rounds se sont déroulés. Des accords ont été trouvés sur les questions humanitaires, l'échange de prisonniers et le rapatriement des corps de militaires tombés. Lors du 3e round, nos négociateurs ont proposé de créer 3 groupes de travail pour examiner plus concrètement les points de l'ordre du jour militaire, humanitaire et politique. Jusqu'à présent, aucune réponse n'est venue de l'Ukraine.
Mais à la suite de la conversation téléphonique avec le président des États-Unis Donald Trump, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a proposé non seulement de poursuivre ces négociations, mais aussi d'envisager de relever le niveau des chefs de délégation. Cela s'inscrit dans notre proposition d'intégrer à ce processus un bloc distinct consacré à l'examen des aspects politiques du règlement, parallèlement aux questions militaires et humanitaires. Bien entendu, la réaction de la partie ukrainienne ne dépend pas de nous. Mais puisque cette idée a été accueillie positivement par le président des États-Unis Donald Trump, nous comptons sur lui pour la transmettre et l'expliquer aux représentants de Kiev, afin que nous obtenions une réaction. Ce serait une étape importante pour élever le niveau des négociations, accroître leur précision et se rapprocher de l'examen des questions clés qui doivent être résolues pour parvenir à un règlement durable. Nous sommes prêts à tous les formats, mais lorsqu'il est question de rencontres au plus haut niveau, il faut les préparer avec le plus grand soin à toutes les étapes préalables, afin que les sommets ne débouchent pas sur une aggravation de la situation, mais qu'ils aboutissent réellement à des résultats dans les négociations que nous sommes prêts à poursuivre. Le sommet d'Alaska pose une série de questions brûlantes. L'Europe a-t-elle encore un rôle diplomatique réel ou n'est-elle devenue qu'un simple relais de Washington et de Kiev? La lecture de Sergueï Lavrov est sans appel. Pour lui, les Européens n'ont rien proposé de concret, si ce n'est des sanctions et des pressions, alors que Donald Trump semble chercher des solutions de fond pour éviter que la crise ne se répète. Mais jusqu'où peut aller la coopération entre Moscou et Washington si l'Union européenne s'entête à bloquer tout compromis? Et surtout, quel avenir pour l'Ukraine si, comme le rappelle Lavrov, les négociations directes engagées à Istanbul restent sans suite, faute de réponse de Kiev? La Russie dit être prête à poursuivre ces discussions, voire à relever le niveau des délégations pour aborder les aspects politiques, mais peut-on croire que l'Occident acceptera de reconnaître la nécessité d'un accord global incluant Moscou? Ces interrogations touchent au cœur de l'équilibre géopolitique mondial. Partagez vos avis en commentaire et dites si vous pensez que l'Europe a encore une carte à jouer ou si tout se décidera désormais entre Moscou et Washington. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.